Bonjour chers web téléspectateurs, nous sommes dans l'émission Au-dessus de la mêlée. Je suis Koubagla Emmanuel. Aujourd'hui, nos deux invités pour ce premier numéro sont Monsieur Sanogou, qui est à ma gauche, et Monsieur Sanogou Frédéric, qui est le point focal du SYNFOT, syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Et Monsieur Douti, à ma droite, membre du bureau national du CZ, la coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Nous allons échanger dans cette émission sur le service d'accueil dans nos différents centres de santé. Un bon accueil rassure très souvent les patients et change leur état d'esprit. On dit souvent que la guérison commence dans l'esprit du patient. Cela montre combien l'état d'esprit, l'état d'âme du patient est important dans son processus de guérison. Au passage, je félicite et salue tous les acteurs du domaine de la santé qui œuvrent chaque jour pour nous garantir une meilleure santé. Pour rappel, l'émission passera sur notre chaîne tous les derniers mercredis des mois à compter de ce numéro. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons demander à nos deux invités de se présenter eux-mêmes afin que nous puissions mieux les connaître. Monsieur Sanogou, si vous pouvez mieux nous parler de vous. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Je me nomme, comme il l'a dit, Frédéric Sanogou. Je suis le point focal du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo SYNFOT au CHR d'Aparan. Je suis également défenseur des droits de l'homme. Voilà, merci. Merci bien pour la présentation. Nous allons donner la parole à Monsieur Douti pour qu'il se fasse mieux connaître. Bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Web TV L'Entente. Bonjour Emmanuel, je suis Robert Douti Kansougib. Je suis instituteur, mais je suis également rapporteur au niveau du Bureau national de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo, CZ. Comme je le disais plus haut, nous allons échanger sur le service d'accueil dans les différents centres de santé. Nous n'allons pas débattre du sujet sans toutefois définir ce que c'est qu'un accueil préalablement. Donc, nous allons donner la parole à M. Douti pour qu'il nous dise un peu ce qu'il entend par accueil. Bien, merci. Avant de revenir sur ce que le commun des mortels entend par accueil, permettez que je salue les initiateurs de cette Web TV qui est une première dans la région. Saluer également l'idée qui a consisté à animer cette émission qui va parler généralement des questions d'ordre social. Accueil, tout simplement, ça veut dire réception. Quand on parle d'accueil, puisque nous parlons du cas des structures sanitaires, l'accueil, c'est la réception, c'est la façon de recevoir le malade qui y entre. D'accord. Merci bien. Monsieur Sanogou, que pensez-vous de l'accueil? Bon, comme l'a dit mon camarade syndicaliste Douti, c'est comment recevoir le malade qui arrive lorsque un patient arrive à l'hôpital, comment on le reçoit. C'est ce qu'on appelle accueil. Peut-être, je peux peut-être aller dans le vif du sujet, peut-être en expliquant, avec votre permission bien sûr, le processus d'accueil dans un hôpital en général et au niveau du CHR d'Apan en particulier. Ok, je ne vous coupe pas, mais la question, vous aurez l'occasion de nous dire tout cela quand nous allons rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Douti, je reviens à vous. Que constatez-vous dès que vous entrez dans un centre de santé par rapport à l'accueil qui y est réservé? Le constat de l'accueil varie d'une formation sanitaire à une autre, Oui. d'un centre hospitalier à un autre, Oui. que ça soit public ou privé. C'est ça. Bon, généralement, je vais prendre un exemple bien précis. Je prends le cas du CHR d'Apan. L'accueil
n'est en réalité pas ce qui devait être attendu pour des patients. Nous sommes dans une grande région, oui, et c'est un CHR, ça suppose que ça accueille des patients venus de tous les coins de la région. Normalement. Et visiblement, des gens y arrivent totalement dépaysés. Quand vous rentrez au portail, c'est vrai qu'il y a des inscriptions qui sont là, il y a des enseignes qui sont là, oui, mais tout le monde n'est pas lettré, quoi qu'on dise. Et puis, lorsque vous rentrez dedans, en principe, le premier service que le patient ou l'accompagnateur doit croiser, lorsqu'il franchit le seuil, oui, du centre de santé, doit être l'accueil. Oui. Et là, ça lui permet de pouvoir s'informer pour être orienté. Mais ce n'est pas le cas ici. Pour ceux qui ont fait un tour au CHR d'Apon une fois, lorsque vous rentrez, il y a le service porte, il y a un certain nombre de services avant d'accéder au bâtiment qui héberge le service d'accueil. Et là, les patients qui arrivent, c'est normal qu'ils aient des soucis. Il n'est pas rare que vous voyez des gens qui vous apostrophent à l'intérieur de la cour pour dire « Je suis venu pour tel, je viens de tel, vers où vais-je me diriger ?» Et là, je pense qu'il y a un souci. Par contre, au niveau des formations sanitaires privées, oui, très souvent, c'est tellement bien organisé que dès que vous rentrez, il y a déjà quelqu'un qui est là, qui vous oriente, qui s'occupe de vous, et puis c'est plus facile. Voilà pourquoi il disait que l'accueil, de façon générale, ça dépend d'une formation sanitaire à une autre, d'une structure à une autre. D'accord. Monsieur Douti, merci bien pour cette intervention. Monsieur Sanogou, vous êtes très en contact avec le personnel de santé, vu que vous travaillez avec eux. Par rapport à ce que monsieur Douti a dit, dites-nous un peu comment est-ce que l'accueil devrait se faire normalement dans un centre de santé lorsqu'un patient arrive. Bien, comme l'a dit Douti, en principe, dès qu'on rentre, ça doit être comme dans les hôtels. Quand vous arrivez à l'hôtel, vous avez le hall d'accueil avec un service d'accueil, un comptoir où l'agent d'accueil est là, oui, et toutes les informations vous sont données là, l'enregistrement, tout se fait là, et ensuite, quelqu'un vous accompagne à votre chambre. En principe, ça devait être le cas. Mais nos centres de santé sont construits de sorte que le service d'accueil n'est pas à l'entrée, juste au seuil du portail de l'hôpital. Le cas du CHR d'Apon, comme Robert l'a dit, quand tu traverses, tu vois déjà l'Apatam. Le tout premier Apatam, c'est la pharmacie. Oui. L'autre porte que tu vois ensuite, c'est le service des soins intensifs. Oui. Et ensuite, il y a la salle de consultation des assistants et médecins, avant de voir le petit bâtiment où c'est écrit accueil, renseignement. En principe, accueil et renseignement devaient être au début, à l'entrée. Bien, maintenant que ce n'est pas le cas, quand on rentre en principe, on arrive au service d'accueil, oui, qu'on appelle également service des admissions des malades. Vous arrivez là, il y a le service des admissions qui en principe vous reçoit, vous délivre l'acte que vous voulez, le papier, oui, et ensuite le service de caisse fait face en même temps, toujours dans le même bâtiment. La fenêtre de la caisse fait face, vous passez là-bas, vous payez, oui, et ensuite à l'entrée il y a une terrasse où un agent d'accueil est assis. C'est l'agent d'accueil maintenant qui vous indique le service. Quelqu'un qui arrive à l'admission qui dit j'ai mal à tel endroit, ça permet de savoir s'il faut l'amener en chirurgie, en stomato, en ophtalmo, en médecine ou en gynéco. Rapidement, lui, il identifie le service, oui, il fait la préfacturation et tu vas à la caisse, tu payes et l'agent d'accueil t'indique le service. L'absence de personnel fait que, en principe, si on avait suffisamment de personnel, si le patient dit qu'il ne connaît pas le service, on ne va pas juste lui indiquer en doigtant tout simplement. On devrait l'accompagner jusqu'à l'entrée du service ou même voir l'agent qui est le garde malade qui est à l'entrée du service, lui dit il est là pour telle chose et repartir. Mais par manque de personnel, il n'y a qu'un seul. S'il va vous imaginer, s'il va quitter là-bas, aller en gynéco pour montrer le... Pendant ce temps, d'autres patients arrivent, on ne pourra pas les orienter. Voilà, en fait, quand on rentre,
on passe directement au niveau du service accueil. Les admissions sont là, on dit ce qu'on a et ça permet la prise en charge et ensuite l'orientation vers le service de soins. Voilà. Ok. Merci bien. La seconde question devrait être toujours à vous, mais dans votre intervention, vous avez déjà fait cas. En fait, je voulais on devait vous redemander si vous pensez que le service tel que vous l'avez décrit est respecté. Oui, respecter, c'est ce que je disais. C'est comme je l'ai dit, il fallait qu'on ait suffisamment de personnel pour accompagner les gens jusqu'au service indiqué. Mais puisqu'on n'en a pas, il n'y a qu'un seul agent d'accueil. Donc, il est difficile de pouvoir le faire. C'est pour cela, quelquefois, l'agent d'accueil est obligé de solliciter. Si par coïncidence, il y a un autre accompagnant de passage ou un agent de passage ou bien du service de passage, il dit, bon, ok, pardon, il faut aider telle personne, il faut lui indiquer. Ou bien, tu vois le bâtiment qui est là-bas, arriver là-bas, tu vois, il demande que tu vas plutôt dans tel service et on oriente. Voilà, en fait, ce n'est pas ça. Mais par manque de personnel, on est obligé, comme on le dit souvent, de faire avec les moyens de bord. Voilà. Merci bien. Monsieur Douti, je vais vous reconduire la question. Au départ, vous aviez dit que dans les centres de santé privés, l'accueil est tout autre. Et est-ce que au CHR, vous avez constaté plusieurs fois ou une fois que l'accueil tel que décrit par M. Sangougou est respecté? Avant de revenir à votre question, je pense que nous nous sommes pour l'instant attardés sur un aspect de l'accueil, alors qu'il y en a plusieurs. Je pense que jusqu'ici, ce dont on a fait cas, c'est l'organisation du service ou l'accueil de façon administrative. Oui. Mais il y a l'autre aspect vraiment qui est plus important, c'est la façon dont on traite. Je ne parle pas de donner médicaments. Oui. J'espère que les téléspectateurs vont bien comprendre. La façon dont le patient est traité par le personnel qui est chargé de le soigner. Ici, traité n'étant pas soigné. Très souvent, il faut être clair, dans les hôpitaux publics, les patients ne sont pas bien accueillis. Ils ne sont pas bien accueillis. En dehors de l'aspect que nous avons décrit, vous arrivez, vous avez un souci, vous vous débrouillez pour retrouver le service qui est chargé de vous offrir les soins. Oui. Parfois, vous êtes abandonné à vous-même des heures durant. Ça peut même faire 2 ou 3 fois. J'ai vu des gens qui sont arrivés dans un service pour demander des soins, qui n'ont pas été soignés toute la journée, qui ont dû repartir, revenir un autre jour. De façon générale, lorsqu'on pose le problème, le personnel soignant en même temps réplique qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour pouvoir offrir un accueil chaleureux aux malades. Ils estiment qu'ils sont très souvent débordés, ce qui arrive parfois qu'ils soient, sans le savoir, obligés de déverser leur colère ou les conséquences de leur fatigue sur quelqu'un qui est venu vers eux pour chercher soulagement. Je peux donner un exemple d'une aventure que j'ai eue au CHR. C'était du tout pas bon, mais j'ai fait avec. D'accord. Je suis arrivé une soirée avec ma fille qui ne se sentait pas bien. J'arrive au service d'accueil, au service porte d'admission. Ils n'ont pas de monnaie pour me vendre le bon de consultation. J'ai fait plus de 30 minutes et par fini, j'ai dû laisser ma monnaie là-bas et prendre le bon de consultation pour me diriger vers le service de pédiatrie. J'arrive au service de pédiatrie, l'assistante qui était de garde n'était pas à son poste. Il y avait déjà une queue de patients qui attendaient. Je me suis mis dans la queue. Après, la dame est arrivée. Lorsque mon tour est venu, elle m'a reçu, elle m'a fait une ordonnance. Elle a manqué d'ajouter une seringue. Bon, moi je ne suis pas du domaine. J'ai pris mon carnet, je suis allé à la pharmacie. Après tout un temps perdu, j'ai pu acheter quand même les produits. Je reviens, je vais donc aux soins. J'arrive,
Je ne trouve personne. Il y a des gens qui attendent pour aussi avoir des injections. J'ai tourné, et à un moment, je suis allé frapper à une porte parce que j'entendais quelqu'un qui communiquait au téléphone. J'ai frappé à la porte. Le monsieur, c'était effectivement l'infirmier qui était le garde. Il a ouvert la porte et il m'a fait signe qu'il était au téléphone. Je suis reparti attendre. J'ai attendu un peu plus de 10 minutes. Pendant ce temps, ma malade gémissait. Et après, j'étais obligé d'aller sonner de nouveau pour rappeler au monsieur qu'on est quand même venu pour se faire soigner. Et c'est là, quand il a ouvert, la première phrase qu'il m'a jetée à la figure, c'est que tu me déranges. Et là, C'est pas vrai, ça. quand on dit ça au papa d'une malade, on comprend, ma réaction ne se fait pas faire. Ça ne s'est pas fait attendre. Oui. Je n'ai pas été tendre avec lui et ça a même attiré l'attention de beaucoup de personnes, parmi lesquelles des malades et même d'autres agents de santé qui étaient là, qui sont venus pour savoir qu'est-ce qui était le problème. Voilà un exemple comme ça que je suis sûr n'avoir pas été le seul à vivre très souvent dans nos formations sanitaires et c'est malheureux. Merci Monsieur Douti pour ce témoignage. Nous allons profiter de l'occasion pour passer quelques impressions que nous avons recueillies dans la ville de Dapon par rapport aux services d'accueil dans nos centres hospitaliers. La situation est carrément déplorable face à ce qu'on nous réserve comme accueil au CHU de Dapon. Quand tu es patient ou que tu es accompagnant, dans d'autres hôpitaux, cliniques, nous observons, nous ne sommes pas des enfants. Et nous sentons qu'on manque d'humanisme dans notre regard, dans la mesure où tu arrives avec un patient, la personne qui doit t'accueillir normalement, même la simple salutation, l'inquiétude qu'elle doit vous montrer, l'amour qu'elle vous montrera, tu ne trouves pas ça de cette personne. C'est peut-être assis en train de whatsapper ou de prendre un téléphone, le patient est là souffrant. On nous dit toujours, il y a la file d'attente, attendez, telle personne n'est pas là, non, on ne peut pas faire telle-ci. Mais même si tu ne peux pas soigner la personne immédiatement, les simples mots soignent des mots. Nous attendons toujours ça de nos assistants ou de nos docteurs ou de nos services de santé, mais nous ne le trouvons pas. C'est vraiment déplorable et nous souhaitons qu'elles développent encore plus d'amour pour leur travail parce que c'est l'amour du travail qui peut t'amener à pouvoir se donner et laisser souvent nos problèmes personnels à la maison. Et quand on arrive dans le lieu de santé, c'est pour vraiment soigner les gens. Le travail d'abord, ce n'est pas simplement de prescrire les produits, mais c'est d'abord soigner les gens à travers leur mot d'accueil de bienvenue. Car une personne bien accueillie, étant malade, se sent déjà en sécurité et se sent dans les bonnes mains. Dans la maternité côté, aïe le boule. Le moyen de gagner, nous, comme on lit moi, aïe pundi, bagana ngano. Que ban na bato dire nous ni poya. Gang anu tu ko ngam ka be so ka bal ko mo so polpo ko le te ku bam le galu tu belo ko ya nga som ka tambal ko punda ko kwa ke bogo mo so ba ganu ngana le tu ko ngam ga telepo ton ngam ga gar le ko te ke yam to pund ga nya ba ga bi ba turum to bi pun ga la ka ya ba belo bul ko mo ngam ga moi ba to bo pum pa on ngi le to pa wa men que le biso que ya ba ngam ke bia do ne mam to belo bol que yani pundi ban frika galo nganu ko pa yuno so ke bar yala te o boam ya ba sun do ra ngare po bin ya ba le bol ko sun mar ba dio bol que to ko te po bi que soit le poids que mal gaban le bembenu ante benandamba que mariano soit la kabale la yela nyane ngafrika mar mambo ngane mono le tete papa lui que bandu sugole le bolé te tupundi que bandu amba yam que galatem yenganu que parientem so que baraka yalla mate to boam que tout attendre de po. Chers web téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Au-dessus de la mêlée.
Et notre débat aujourd'hui porte sur l'accueil dans les centres de santé. Monsieur Sangoku, avant qu'on ne regarde les vidéos, Monsieur Douti avait partagé avec nous un témoignage. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à son témoignage? Et aussi par rapport à ce que nous avons regardé tout de suite, regardé et entendu du monsieur et de la dame. Bon, je voudrais tout d'abord humblement présenter toutes mes excuses en tant que premier responsable syndical au niveau du CHR d'Apan à toutes les personnes qui ont été victimes du mauvais accueil. Humblement, recevez toutes nos excuses. Et comme l'a dit la dame, c'est pas tout le monde qui accueille mal. Il y a un travail qui se fait personnellement en tant que délégué syndical, un travail de sensibilisation qui se fait très régulièrement dans les différents services pour amener les uns et les autres, malgré le poids du travail, malgré la charge du travail, de se maîtriser et de faire convenablement son travail. Ces témoignages, je les entends très souvent et je dis aux gens, il est préférable lorsque vous êtes victime de ce type de comportement, de ne pas garder ça pour vous et d'en parler là où vous n'aurez pas la solution. Parce que si vous en parlez auprès des personnes qui ne peuvent pas apporter la solution, ça ne peut que continuer, ça ne peut qu'être mis dans le lot des on-dit. Oui, exactement. Mais quand vous venez vers les personnes, les premiers responsables du centre ou du service dans lequel vous êtes allé, ou les responsables syndicaux que nous sommes, ça nous permet d'aller. Je profite pour dire que j'étais là un jour et je reçois un texto. C'est un accompagnant qui m'envoie un message pour dire que hier nuit, à telle heure, il est allé au CHR dans tel service, c'est tel agent qui était de garde, mais il n'a pas trouvé l'agent. Et quelques temps après, il s'est rendu compte que celui qui était de garde était assis dans un bar. C'est pas vrai, et il connaissait le nom de l'agent en question. Il m'a donné le nom et prénom de l'agent. Voilà, moi, c'est des éléments comme ça que je veux. Ça m'a permis de faire ce que je devais faire autour de cette information. Parce que là, c'est tellement précis que l'agent ne peut pas nier. Non. L'agent ne peut pas nier. Donc, je l'ai pris. C'était un dimanche matin que j'ai eu l'information. Le lundi à la première heure, ça a été mon tout premier boulot de la journée. L'interpeller, le questionner et l'amener à comprendre la dangerosité de l'acte qu'il a posé la veille. Voilà, donc, tout n'est pas noir. Ça, il faut qu'on se le dise. Tout n'est pas noir. Comme on le dit, dans chaque structure, dans chaque corporation, il y a toujours des brebis galeuses. Oui. Il y a toujours des brebis galeuses. Et ces brebis galeuses, pour traiter la gale, il faut qu'on puisse dénoncer leurs actions auprès des responsables pour qu'on fasse un travail, un travail à leur niveau. On évoque toujours le manque d'effectifs. Et actuellement, le syndicat, au niveau national, est en train de demander au ministère qu'on arrête les gardes de 24 heures. Vous imaginez quelqu'un qui arrive au service à 7 heures. C'est parti pour le lendemain à 9h, 10h qu'il quitte. Plus de 24 heures de garde. Mais Emmanuel, vous êtes en train d'animer l'émission. Oui. Si vous restez ici, la vigueur que vous avez actuellement, oui, je suis sûr que si l'émission continue jusqu'à 23h30, vous allez commencer par vous étirer, oui, vous allez commencer par bailler, les mots ne sortiront plus convenablement. Oui. Si je donne une réponse qui ne vous satisfait pas à 100%, vous risquez de hausser le ton sur moi. Donc vous comprenez, le syndicat est en train de demander au ministère de la Santé d'arrêter ces gardes de 24 heures
qui nuisent à la santé des agents eux-mêmes et qui ont des effets négatifs sur nos patients qui viennent. Il y a eu des plaintes quand on est allé aux investigations, quand on est allé aux enquêtes. À certains endroits, les fautes ne sont pas effectivement avérées, mais sur certains cas où les fautes sont avérées, quand on a cherché à comprendre ce qui a poussé l'agent à la faute, on se rend compte que ce monsieur faisait déjà 20 heures de boulot d'affilée. Ce monsieur faisait déjà 20 heures de boulot d'affilée. Comment quelqu'un qui soigne les malades pendant 20 heures de temps peut être encore lucide, peut être efficace? Ce monsieur ne peut que commettre des erreurs s'il ne fait pas violence sur lui. Voilà donc le syndicat est en train de refuser cet état de fait. Je dis encore, tout n'est pas noir. Nous nous attelons à corriger les choses, à pousser nos camarades à se donner correctement. Mais au même moment, nous poussons l'État à mettre à notre disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir... Je vais donner dans le témoignage Monsieur Douti. de Robert Douti. Il a dit qu'il est arrivé, l'assistant qui était chargé de la consultation n'était pas là. Je ne sais pas à quelle heure. Il n'était pas à quelle heure. Non, il n'était pas là. Il a attendu. C'était à 19h. Okay. Vous imaginez, il était là le matin. Certainement, on n'a pas de cantine fonctionnelle qui puisse permettre aux gens de manger sur place. C'est vrai qu'on a au moins des douches, les gens peuvent prendre leur douche, mais il faut qu'ils mangent. Normalement. Il faut qu'ils mangent. Donc, à un moment donné, la personne doit aller chez elle, manger et revenir. Ou aller au bord de la route, acheter à manger. Peut-être que à peine, il y a des situations où à peine tu es assis, il n'y a aucun patient. C'est à la minute où tu bouges, c'est en ce moment qu'un patient arrive. Et certains, une nuit j'étais de garde. On amène un monsieur. Heureusement que j'étais là. Moi j'avais pris ce principe quand je faisais les gaz, j'avais pris ce principe là de toujours acheter à manger en venant. Où je transporte ma nourriture à la maison en venant. Alors, j'avais ma nourriture, j'avais mangé, j'étais là, il n'y avait personne. Et le monsieur débarque, le temps que rapidement je ne le facture et que je l'accompagne moi-même au bureau, je les aide à amener le patient et avec le brancardier au bureau de l'assistant, on n'a même pas pu lui administrer des soins. Il est décédé. Imaginez un seul instant que lorsqu'ils sont arrivés, qu'on dise que je n'étais pas là et que le patient décède, ça ne serait plus la maladie qui a tué le patient, mais c'est l'absence de Frédéric qui a tué ce patient. Ouais, pour dire aussi qu'il y en a qui attendent que leur patient soit à quelques pas de la mort. C'est quand ils voient le patient mourir qu'ils courent pour venir à l'hôpital et ils attendent un miracle de l'hôpital. C'était juste une petite parenthèse. Okay. Je reconnais, tout n'est pas noir, tout n'est pas rose non plus. Voilà. Le temps nous est compté. C'est vrai, ce que vous dites, c'est très intéressant à écouter. Mais nous allons permettre aussi à M. Douti de nous donner son impression par rapport au micro-trottoir que nous avons fait. Effectivement, les faits qui sont relatés ou ce qui est dit, les impressions que les gens ont données à travers ce micro-trottoir, je suis d'avis, je partage entièrement. Au niveau de l'accueil de façon générale, le premier intervenant a parlé de l'accueil au niveau des médecins, des assistants. C'est vrai. Et là, je ne sais pas, vous arrivez, le monsieur est débordé, il ne peut pas vous réserver un bon accueil. Ou, parfois, ça arrive, nous sommes des humains, il nous arrive de transporter nos problèmes familiaux sans le vouloir au boulot. Et là, malheureusement, ce sont les premiers patients qui passent, qui en paient le lourd tribut. La dame a évoqué le cas de la maternité. C'est curieux, ce n'est pas un problème spécifique au CHR d'Apoan ou spécifique au Togo. Lorsque vous suivez les informations à l'international, ces derniers temps, il y a eu des cas au Bénin, il y a eu des cas en Guinée, il y a eu des cas au Sénégal,
Il y en a eu en Côte d'Ivoire. Mais là, à chaque fois, je me pose toujours la question de savoir pourquoi les femmes sont aussi méchantes envers leurs consoeurs. C'est compliqué à comprendre, mais je pense qu'il faut, comme la dame l'a dit, inviter ces dames-là à encore beaucoup plus de sagesse dans l'exercice de leur profession, parce que c'est des vies qu'il faut sauver, et 2 vies parfois quand il s'agit de la maternité. Merci bien, Monsieur Douti. Nous convenons alors que tout n'est pas noir, comme Monsieur Sangougou l'a dit. Il y a des agents de santé qui font très bien leur travail et il y a certaines conditions qui poussent ou qui amènent certains patients, ou plutôt certains agents de la santé à se comporter parfois d'une manière ou d'une autre, peut-être parce qu'ils sont fatigués ou ils ont besoin d'aller satisfaire leurs besoins naturels. Nous allons retourner un peu dans le passé où il y a eu un cas au CHR de Dapron, un cas qui avait fait du bruit sur les réseaux sociaux. Et il s'agissait d'une femme qui avait perdu la vie au service de maternité. Monsieur Sangougou, vous qui êtes syndicaliste et qui travaillez avec les agents de santé, et vous pouvez nous rappeler les faits, s'il vous plaît? Bon, d'emblée, je dis que l'affaire est actuellement au tribunal. Oui. L'instruction est en cours. Mais bon, et lorsque un dossier est déjà en instruction, bon, moi personnellement, en tant que défenseur des droits de l'homme, je sais que lorsqu'un dossier est en instruction, il vaut mieux ne pas être trop rentrant et permettre à la justice de faire son travail. Mais néanmoins, ayant suivi le processus, ayant écouté les parties prenantes, les accompagnants, le mari de la défunte, les agents de santé de la maternité qui étaient de service ce jour-là, bon, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Je ne vais pas aller, comme je l'ai dit, le dossier est en instruction à la justice. Je ne vais pas aller en détail. Oui. Je préfère laisser la justice faire convenablement son boulot. Mais je dis que les responsabilités sont vraiment partagées. Les responsabilités sont vraiment partagées. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce dossier. Ce n'est pas encore clos. On laisse la justice faire son boulot. Merci bien, Monsieur Sangougou, pour cette franchise. Et Monsieur Douti, est-ce que c'est vrai, c'est clair que nous disons aujourd'hui que le service d'accueil n'est pas trop de qualité au CHR de Dapron? Est-ce que vous pensez qu'avec ce cas, cette crise qui a eu lieu avec cette dame, est-ce qu'après ça, le service a pu s'améliorer au CHR de Dapron, selon vous? Je vais être prudent dans la réponse que je vais donner, en ne répondant pas ni par l'affirmatif, ni par le négatif. Mais je rappelle que lorsque cette situation était arrivée, c'était l'épouse d'un voisin de quartier. Nous avons pris une initiative de constituer un groupe pour prendre attache avec les premiers responsables du CHR. Nous avons ensemble avec eux, nous avons mis en place une commission qui a fait des propositions et ces propositions-là ont été déclinées en calendrier pour être exécutées. Chose curieuse, silence radio jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 4 mois, personne ne nous a plus dit rien. Maintenant, depuis là, Dieu m'a béni, je n'ai plus eu le malheur de passer par là pour demander des services. Je ne peux pas témoigner. Mais visiblement, les propositions que nous avons faites, s'il y a eu un peu de volonté pour pouvoir les appliquer, ne serait-ce qu'en partie, je pense qu'il doit y avoir nettement amélioration. Oui, je peux peut-être... Oui, Monsieur Sangougou. Cette situation, moi, en tant que délégué syndical, m'a amené à multiplier mes rencontres de sensibilisation avec le personnel. Je profite pour dire que
ce qui s'est passé, la manière dont les gens ont tiré à boulet rouge sur le personnel de santé, particulièrement sur les agents de la maternité, a amené même certains qui se donnaient corps et âme, sans regarder l'heure, c'est-à-dire sans se soucier d'eux-mêmes, avaient commencé par se dire, mais si nous faisons tous ces sacrifices, et que à chaque fois on va tirer à boulet rouge sur nous, à quoi sert alors notre sacrifice? Je vous dis en même temps que plusieurs agents ont introduit des demandes d'affectation. Après que cet événement soit produit, beaucoup ont introduit des demandes d'affectation parce qu'ils estiment que malgré tout l'effort qu'ils font, au moindre bobo, on multiplie tout ce qu'ils ont fait par 0 et on les traite de diables. Parce que sur certaines plateformes, les gens ont dit que c'est des diables. Les gens les ont traités de diables, de sataniques. Or, moi, je suis à la transfusion sanguine. Je vous informe actuellement, il y a un bon de 21 500 francs qui fait presque une année non payé. Parce que tout simplement, ce sont les agents qui ont couru pour venir prendre les poches de sang pour tenter de sauver une dame. Plusieurs sages-femmes ont payé de leurs poches des poches de sang. Parce que le monsieur a amené sa femme. Au moment de l'accouchement, il n'a pas suffisamment d'argent. Il dit, je rentre au village pour aller chercher l'argent. Pendant qu'il est au village, la dame accouche, il y a saignement, on a besoin d'une poche de sang, il n'y a personne. Les sages-femmes se cotisent quelquefois pour... Moi, j'ai même surpris des médecins en chirurgie, le chirurgien, attrapé en pleine visite. Les infirmiers, les assistants, il dit aux assistants, chacun donne 2000. Les infirmiers, chacun donne 1000 francs. Les gardes malades, chacun donne 500. Ils collectent pour aller acheter l'ordonnance d'un patient qui est couché, qui a fait peut-être 2 jours sans avoir pu honorer ses soins. Or, tant qu'il n'honore pas ses soins, sa situation ne va pas s'améliorer et ça va s'empirer. Voilà, ce sont des actes comme ça que certains agents de santé posent, mais qui n'est pas vu. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque c'est mauvais, ça part très rapidement. Mais les dizaines de bonnes choses, de bonnes actions que posent les agents de santé, personne n'en parle. C'est malheureusement ça la réalité. C'est malheureusement ça la réalité. Quelque part, personnellement, il y a des gens à Daban ici. Oui. Peut-être que s'ils suivent cette émission, ils vont se reconnaître. Qui me doivent de l'argent, ça fait plus d'1 an, 2 ans. Ils sont venus, ils ont eu des ordonnances, ils étaient incapables de payer. Je les ai cautionnés à la pharmacie. Ils ont pris les médicaments à crédit, ils n'ont pas payé. On a prélevé ça sur mon salaire. Je me souviens d'une dame que j'ai essayé de sauver à hauteur de 86 105 francs. Mais on m'a prélevé les 86 105 francs sur mon salaire jusqu'à la fin. J'ai poursuivi la dame, ils ne voulaient pas, mais ils n'ont pas voulu rembourser. J'ai été obligé d'aller à la police. Et le jour où on leur a tendu la convocation, ils sont arrivés au commissariat. Ils ont remboursé les 86 105 francs. Ça veut dire qu'ils avaient la possibilité de payer, mais ils ont refusé de le faire. Bon, si vous aviez été face à une situation comme ça, vous aurez encore le courage de le faire. Mais néanmoins, on se dit, on est là pour sauver. On fait ça. Mais personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. On regarde le mauvais côté. C'est vrai, quand c'est mauvais, il faut dire pour qu'on puisse améliorer. Mais quand c'est bon aussi, c'est pour ça que je disais que tout n'est pas noir, mais tout n'est pas rose. Voilà. C'est comme une histoire qui dit, prends un vieux au dos le matin à 6h, et si à 18h tu le fais tomber, il ne va pas se rappeler que tu l'as mis porter toute la journée. Il va juste se rappeler que tu viens de le faire tomber. C'est tout. Voilà. Donc, je rappelle que nous sommes dans l'émission Au-dessus de la mêlée et c'est le premier numéro. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Sanogou Frédéric, point focal du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, et M. Douti Frédéric Robert. Et M. Douti Robert, et enseignant et membre du bureau du CZ, la coordination syndicale de l'éducation du Togo. Nous n'allons pas tout de même balayer du revers de la main tout ce que les agents de santé font pour sauver la vie aux patients lorsqu'ils arrivent à l'hôpital.
Donc, nous allons demander à M. Douti de nous raconter une expérience, une bonne expérience, une brève expérience positive que vous avez faite en entrant au CHR de Dapon. Expérience heureuse, pas malheureusement pas au CHR, mais c'était à la polyclinique, au centre hospitalier préfectoral de Dapon. Oui. Elle avait pourtant mal commencé. J'étais arrivé sans mon cache-nez, c'est très récent. Et lorsque mon tour est arrivé, je suis rentré, l'infirmier m'a demandé où est le cache-nez et je lui ai dit que malheureusement je l'ai oublié en sortant. Et il m'a renvoyé d'aller chercher un cache-nez avant de revenir me faire soigner. Bon. J'ai failli prendre de la bile, mais je me suis rendu compte qu'en réalité c'était pour mon bien, puisque d'ailleurs j'étais venu pour être pris en charge parce que j'avais un problème respiratoire. Je suis allé donc chercher mon cache-nez au bord de la route. Et je suis revenu. Le monsieur a commencé par me consulter. Il a essayé de détendre un peu l'atmosphère. Et après, il me dit, voilà que parmi les symptômes que je cite, j'ai dit que je tousse. Et je suis arrivé, je ne porte pas de cache-nez. Il ne pouvait pas accepter que je me fasse consulter alors que lui-même il est protégé. Parce que je devrais le faire pour moi-même et le faire pour les membres de ma famille et mon entourage, parce qu'il m'a dit que voilà que je tousse il y a quelques jours. Si à la maison je ne porte pas le cache-nez, c'est qu'après moi, un de mes enfants viendront, un petit frère viendra ou mon épouse viendra. Et on a échangé, c'était vraiment chaleureux. Merci pour ce beau témoignage. Monsieur Sangougou, vous avez déjà raconté ce que les agents de santé font de bien au CHR. Et ce ne serait plus la peine qu'on vous en rajoute avec une autre question dans le genre. Non, mais pourquoi pas? D'accord. Vous savez, il y a des moments où je vois des chefs de service. Je vais plutôt vous demander ce que vous pensez de cette belle expérience qu'il vient de partager avec nous. Non, il y en a plein, il y en a plein. Je suis dedans, je vois ce que les gens font au jour le jour. Je disais qu'il y a des moments où tu es surpris de voir un chef de service en train de transporter lui-même un patient. C'est-à-dire son médecin de son état, c'est une urgence. Le cas le plus récent, c'est lorsque nos amis militaires ont fait leur accident. Oui. Mais jusqu'au directeur, tout le monde était là. Le service de la transfusion sanguine, on ne travaille pas les nuits, mais notre chef est venu, ils sont venus bosser la nuit là parce qu'il n'y avait plus de poches de sang disponibles, ce qui avait n'était pas traité. Ils sont venus la nuit là pour traiter les quelques poches de sang qui étaient là, pour qu'on puisse transfuser. Donc il y a plein de bonnes choses. Mais bon, faisons l'effort d'ouvrir les yeux et on les verra. Et lorsqu'on tombe sur une bonne chose, faisons l'effort d'en parler comme on en parle pour les mauvaises choses. Également. Voilà. Okay. En fait, c'est le but de l'émission aussi, de faire ressortir le bon côté et le mauvais côté des choses pour pouvoir améliorer celles qui sont mauvaises et fructifier celles qui sont bonnes. Monsieur Douti, quel est votre souhait pour améliorer le service d'accueil dans les centres de santé publics? Parce que vous avez dit au départ que souvent, c'est dans les centres de santé publics que l'accueil n'est pas trop ça. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire ou que les responsables de ces centres puissent faire pour améliorer le service d'accueil? Je pense que pour les centres de santé qui sont déjà là, je ne vais pas demander qu'on démolisse les bâtiments pour refaire, pour que ça puisse respecter les normes telles qu'on l'a dit, de façon que le patient qui arrive en même temps à l'hôpital ait accès à un hall d'accueil. Mais on peut essayer de voir s'il faut déplacer les services. Ça, c'est la première proposition. La seconde proposition, c'est, nous l'avons dit lors des travaux qu'on avait eus, quand il y a eu l'incident malheureux du CHR, c'est de communiquer. Il faut communiquer parce que certains patients aussi, eux-mêmes, provoquent le mauvais accueil. Peut-être j'ai des maux de tête ou j'ai un mal dedans. Oui. J'arrive et il y a quelqu'un qui souffre d'un palud chronique qui est même déjà en crise. Il faut que les patients puissent comprendre que les malades n'ayant pas le même niveau de besoin ou la même urgence, que lorsque vous arrivez par exemple dans la file, il faut accepter que quelqu'un qu'on amène dans un état critique puisse être soigné le premier avant vous. Oui.
Mais très souvent, quand ça arrive comme ça, on se met à gronder. Moi, j'étais ici depuis, c'est parce que vous connaissez tel, vous connaissez Sûrement, tel, oui. et vous mettez l'agent de santé En difficulté. Voilà. Secondo, ça c'est primordial et nous espérons que ceux qui sont chargés de résoudre ce problème de cette façon-là, ils le feront. C'est le recrutement du personnel. Lorsque l'incident malheureux du CHR, de la maternité du CHR s'est produit, Oui. nous avons dit des choses sans maîtriser certaines réalités. Et j'ai eu la chance de faire partie de la commission qui a travaillé, qui a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Un jour, j'ai eu des larmes aux yeux quand on m'a dit que pour la maternité du CHR de Dapon, Oui. il n'y a qu'une seule sage-femme et une infirmière qui font la garde. Et quand c'est comme ça, Pour toute la région, c'est pour compliqué. Pour le CA, pour ce grand CHR. C'est compliqué. Donc, il faut recruter le personnel. Ça permettra même de ne pas donner d'argument au personnel soignant de dire que c'est parce que je suis fatigué que. Voilà ce que je peux dire. Si ces dispositions-là sont prises, je pense que ça peut améliorer un tant soit peu les prestations et l'accueil dans nos services de santé. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Robert. Et j'espère vraiment que vos propositions soient prises en compte par les premiers dirigeants des centres de santé. Monsieur Sangogo, il faut reconnaître vraiment que certains patients font preuve d'orgueil ou, je ne sais pas, de manque de respect à l'endroit du personnel de santé, ce qui les irrite parfois. Et dites-nous un peu, quel message avez-vous pour la population, pour les web téléspectateurs, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, afin que la collaboration soit meilleure dans les centres de santé? Bien, comme le nom l'indique, celui qui arrive à l'hôpital pour prendre des soins, on l'appelle patient, un patient. Mais comme Robert l'a dit, il y en a qui ne sont pas du tout patients. Je vais vous donner un exemple. Juste très court. D'accord. Lorsque je gérais la pharmacie, j'avais mon bureau collé au point de vente et il y a une fenêtre qui relie les deux. J'étais assis au bureau, après j'entends un tapage, pas possible. J'ouvre la fenêtre, je demande qu'est-ce qui se passe. Il y a un corps habillé qui était sur le point de frapper une dame, une vieille, elle est maintenant à la retraite, qui peut être sa maman ou même sa grand-mère. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me dit non, que l'infirmier est venu, lorsqu'il était c'était son tour d'être servi, l'infirmier est venu en blouse avec un carnet, on a déposé son carnet et on a servi l'infirmier. Et c'est à cause de ça qu'il se fâche, parce qu'il a déjà perdu près de 30 minutes avant que son tour n'arrive et on laisse encore son carnet, on sert l'infirmier. Vous savez, quand c'est comme ça, quand un infirmier arrive, selon notre règlement, quand un infirmier arrive en blouse à la recherche d'un produit, on suppose que c'est une urgence, on le sert en priorité. Donc, on sert même sans prendre l'argent. C'est après qu'on va dans le service, surtout que c'était le service des soins intensifs, c'est après qu'on retourne dans le service pour chercher l'argent. Et après, j'envoie un agent me prendre le carnet et on va voir de quel patient il s'agit pour récupérer l'argent. Vous vous rendez compte? C'est la femme du monsieur qui voulait frapper la vieille, qui a fait une crise et qui était sur le point de mourir. Et l'infirmier a dû courir lui-même, venir chercher les médicaments pour sauver sa femme. Et là, je l'ai appelé. Quand il est rentré dans mon bureau, la première des choses, il s'est mis à genoux pour demander pardon. Et je lui ai dit, mais chez vous, au camp, là, Oui. vous avez vos règlements. Ici, nous aussi, nous avons nos règlements. Donc, quelqu'un qui est en train de faire une crise, l'infirmier ne va pas attendre que son accompagnant aille faire la queue. L'infirmier court lui-même pour venir chercher les produits pour sauver. Il dit, mais quand tu voulais frapper la dame là, si l'infirmier avait passé encore 5 minutes de plus, tu aurais acheté les médicaments, mais ça n'allait pas te servir parce que ta femme serait déjà décédée. Donc, c'est juste pour dire que chaque service a son règlement. Robert a donné l'exemple. Il y a des gens qu'on amène dans un état critique qui nécessitent qu'on les fasse rentrer directement. Il y a des moments même, l'assistant est en consultation, mais le cas qu'on amène est tellement important qu'on sort, il sort celui qui est en consultation et on le reçoit. Mais quand ça se fait comme ça, les gens disent non, c'est parce que c'est tel qui l'a amené, il est le parent de tel, il est le parent. Et aussi, il y a des moments où, surtout les périodes de garde, l'unique assistant en médecine qui est là, c'est lui qui veille sur ceux qui sont hospitalisés, aux soins intensifs et en médecine. Donc, quand il y a des cas dans ces deux services, c'est lui qui est chargé d'aller là-bas,
c'est lui qui est chargé de recevoir les nouveaux qui viennent. Alors, à supposer que toi, tu arrives juste au moment où on lui a signalé une crise aux soins intensifs, il est obligé d'aller gérer la crise. Or, il y a certaines crises, ça peut mettre 30 minutes, même plus, voire 1 heure de temps, avant qu'il ne récupère ce patient. Le temps de récupérer ce patient est revenu, lui, comme il a fait 1 heure sur le banc, qu'il est venu, ça fait 1 heure, personne ne s'occupe de lui. Vous voyez que c'est compliqué. Si c'était bien, on devait avoir 2 assistants. Un qui est chargé de ceux qui sont hospitalisés et l'autre qui est là en permanence pour... Maintenant, s'il faut qu'il aille renforcer l'autre, dans les trucs, c'est lorsque son banc est totalement vide qu'il pourra aller aider l'autre. Mais par manque d'effectifs, ils sont obligés de faire les gars à tour unique où ils gèrent les 2 services, y compris les nouveaux entrants. C'est compliqué. Donc, que nos patients fassent preuve de patience. Voilà. Que nos patients fassent preuve de patience. Et lorsqu'il y a quelque chose, il ne sert à rien de tout de suite réagir avec violence. Parce que quand vous réagissez avec violence, l'orgueil humain, l'autre aussi a son orgueil, il va réagir et même s'il te fait les soins, étant déjà en colère, il peut dans sa colère là mal prendre en charge ton patient. Donc vraiment, même si on estime qu'on est mal pris en charge, il y a la manière de parler. Et généralement, si vous voulez le faire, vous sentez qu'il n'est pas réceptif, voyez son collègue d'à côté pour lui dire, ah, dis à ton collègue là ce qu'il fait là, voilà. Ou carrément, vous prenez votre mal en patience, vous le laissez faire ses soins et après, vous revenez vers lui au moment où tout sera déjà en ordre pour lui dire non, ton attitude, machin. Même nous, personnels de santé, il y a des moments où on est victime, certaines fois du comportement de nos collègues quand on va ailleurs où ils ne nous connaissent pas. Oui. C'est déplorable que on prenne soin des gens en fonction d'eux. Un patient, c'est un patient. Un patient, c'est un patient. Si le président de la République se retrouve chez nous, voilà, on doit le prendre comme si c'est mon cousin du village. Voilà, ils doivent avoir le même traitement. Voilà. Un patient, c'est un patient. Donc, le message que vous avez maintenant à l'endroit du personnel de santé pour une meilleure collaboration. Bien, heureusement que ça ne se limitera pas. L'émission ne sera pas vue seulement par les agents du CHR. Donc, je profite pour lancer un appel à tous les agents de santé. Je l'ai répété maintes fois au CHR d'Apan, à mes collègues, soyons professionnels. La ponctualité, l'assiduité, faisons correctement notre boulot. Les erreurs, ça peut arriver. Mais si nous faisons correctement notre boulot et qu'une erreur advenait, tout le monde sait que c'est une erreur. Oui. Mais quand on bâcle le boulot, quand on néglige, quand on est nonchalant dans notre boulot, même si l'erreur est une erreur véritable, on ne va pas accepter que c'est une erreur parce qu'on sait qu'on est champion dans le mauvais accueil, le bâclage du boulot. C'est ça. Donc, il faut qu'on soit professionnel. Moi, j'ai un principe. Un bon syndicaliste, je le dis souvent à mes collègues syndicalistes, un bon syndicaliste, c'est lui qui est exemplaire dans son boulot. Oui. On cherche dans ton boulot, on ne trouvera pas d'erreur. Mais si toi, tu vas toujours être derrière l'administration pour dire faites ça pour nous, au même moment, tu ne fais pas bien ton boulot, tu n'es pas un bon syndicaliste. Donc, chers camarades travailleurs, faisons correctement notre boulot. L'accueil, nous-mêmes, nous le savons, le sourire. Nous avons même organisé une campagne pour le sourire. Un patient qui arrive, lorsqu'il est bien accueilli avec sourire, il est soulagé. Il est soulagé avant qu'on ne passe. Moi, j'ai vu plusieurs personnes, surtout à la maternité. On cite le mauvais exemple à la maternité. Mais moi, j'ai vu un monsieur aller soulever un casier de boissons pour venir donner aux sages-femmes après la naissance de son enfant. Il a tellement apprécié la façon dont il a été accueilli, machin. Lui-même, sans chose, il est allé. Certains vont dans les supermarchés, j'ai failli faire la publicité d'un ami. Certains vont à la boutique, ils ramènent 2-3 liqueurs, ils viennent, ils le remettent à l'équipe. Ou il y en a carrément qui sortent 20-30 000 et qui remettent à l'équipe de se partager. C'est ça. Donc, si nous faisons bien notre boulot, c'est une bénédiction divine que nous avons. Nous allons progresser dans notre boulot, mais aussi les paroles de bénédiction que les gens prononcent. On peut même avoir, comme je l'ai dit, des dons en nature,
en espèces, machin, voilà, c'est ça. Donc faisons bien notre boulot. Cela y va de notre intérêt, cela y va de l'intérêt de notre corporation. C'est l'image de notre corporation qu'on véhicule. Voilà, merci. Merci, Monsieur Sangoku. Nous sommes à quelques minutes de la fin de notre émission. Et Monsieur Douti, quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que Monsieur Sangoku a dit pour finir? Il a dit l'essentiel et moi je voudrais rajouter que n'est pas médecin ou soignant qui veut. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'avant d'exercer cette profession, vous prêtez serment. Et pour celui qui connaît la valeur du serment, il n'y a rien à dire. Oui. Faisons ce que nous pouvons faire et si jamais l'impossible arrivait, on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Je ne peux pas dire plus. Merci bien. Nous étions dans notre émission Au-dessus de la mêlée et nos invités étaient M. Sangoku Frédéric, le point focal du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, et M. Douti Robert, qui est membre du bureau du CZ, coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci, Monsieur Douti, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Sangoku, c'était un plaisir de vous compter. C'est un plaisir également, même si j'estime que le temps était court. Merci. Donc, un coucou à tous nos web téléspectateurs. Le prochain numéro, le second, c'est le mois prochain. Et nous serons en direct le mercredi 23 février 2022 pour un autre thème et avec d'autres invités. Je suis Emmanuel Koubagla, présentateur de votre émission Au-dessus de la mêlée. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. Bye.